Bienvenue dans ce nouveau décryptage. Aujourd'hui, on va plonger dans les coulisses d'une mécanique souvent invisible mais redoutablement efficace, l'avantage cumulatif. Concrètement, on va explorer les vraies raisons, structurelles, économiques et psychologiques, qui font que dans notre société, l'avantage s'accumule de façon presque automatique. Et honnêtement, c'est absolument fascinant à analyser, parce que ce sont ces mêmes forces qui façonnent les destins, de la simple cour d'école jusqu'aux plus hautes sphères du pouvoir financier. Pourquoi les riches deviennent-ils toujours plus riches ? C'est une question qui sonne presque comme un cliché, pas vrai ? Mais on a tous fait ce constat un jour. On connaît tous cette personne pour qui tout semble fluide. Les promotions, les opportunités, ça tombe tout cru, presque sans effort. Et de l'autre côté, on voit des gens tout aussi talentueux qui bossent comme des fous, mais qui se heurtent en permanence à des murs invisibles. Alors on va mettre de côté les idées reçues et on va décortiquer ça de manière purement objective, en s'appuyant uniquement sur les faits et les données. Pour bien comprendre l'ampleur du phénomène, on va procéder par étapes. On parlera d'abord de l'effet Mathieu, ensuite du capital selon Piketty, on enchaînera avec l'accélérateur monétaire et on terminera sur la reproduction de l'élite. On commence tout de suite avec notre premier point, l'effet Mathieu. Alors, d'où vient cette idée ? Pour ça, il faut faire un petit saut en 1968 avec le sociologue Robert K. Merton. Il étudiait le milieu de la recherche scientifique et il a remarqué un truc fou, quand une découverte était faite en même temps par deux chercheurs, l'un ultra connu et l'autre parfait inconnu, eh bien le chercheur célèbre raflait systématiquement tout le mérite. Le prestige attire le prestige. Il appelait ça l'effet Mathieu, en référence directe à cette fameuse citation biblique. Le truc à retenir ici, c'est l'effet boule de neige. Un tout petit avantage initial suffit pour que le système commence à vous inonder d'opportunités. Et ce qui nourrit cette boule de neige, ce sont nos propres biais cognitifs. Prenez l'effet de halo par exemple. Imaginez un entretien d'embauche. Le candidat s'exprime super bien pendant les 2 premières minutes. Inconsciemment, le recruteur va tout de suite se dire qu'il est organisé, brillant, fiable, même s'il n'en a absolument aucune preuve. Ensuite, il y a l'effet Pygmalion. En gros, si un prof pense qu'un élève est surdoué, il va lui donner plus d'attention, des retours plus constructifs, ce qui va, dans les faits, amener cet élève à surperformer. C'est la prophétie autoréalisatrice par excellence. Mis bout à bout, ces petits biais du quotidien transforment de minuscules écarts de départ en véritables gouffres au fil du temps. On passe à la deuxième partie, comment ça se traduit en économie, notamment avec les travaux de Thomas Piketty. On quitte la psychologie pour entrer dans la pure mécanique du capital. Ce qui est fascinant, c'est que ce même principe de cumul s'applique mathématiquement à l'argent. Les données sur plusieurs siècles montrent une réalité assez froide. Le rendement du capital est presque toujours supérieur à la croissance économique. Pour faire simple, disons que votre patrimoine placé en bourse ou dans l'immobilier grandit de 5% par an, sans rien faire. Pendant ce temps, les salaires, eux, n'augmentent que de 1 ou 2% par an, malgré tout le travail fourni. L'écart se creuse donc de façon purement mécanique. En fait, au-delà d'un certain stade, pendant qu'on dort, la fortune travaille toute seule et devient une vraie machine d'autoreproduction. Et ça nous amène directement à notre troisième point, l'accélérateur monétaire et les banques centrales. Pour bien saisir comment on en est arrivé là aujourd'hui, il faut parler de macroéconomie et d'un concept au nom un peu barbare, le quantitative easing ou l'assouplissement quantitatif. En clair, c'est quoi ? Eh bien, quand les banques centrales voient que baisser les taux d'intérêt ne suffit plus pour relancer la machine, elles sortent l'artillerie lourde. Elles créent de la monnaie, littéralement à partir de rien, pour acheter massivement des actifs financiers sur les marchés. L'objectif, c'est d'inonder le système d'argent frais pour éviter l'effondrement financier et pousser les banques à investir. Et là, regardez bien cette évolution, c'est assez dingue. Au départ, c'était censé être une mesure d'extrême urgence. Le Japon a commencé en 2001, puis les États-Unis et le Royaume-Uni ont suivi en 2008, et enfin l'Europe. Mais au final, c'est devenu une habitude permanente. Et avec le Covid en 2020, on a assisté à une explosion totale du système. Pour vous donner une idée, en quelques mois, certaines banques centrales ont imprimé plus d'argent qu'elles ne l'avaient fait sur des décennies entières. C'est une injection de liquidité d'une puissance absolument historique. Et c'est justement là que le bas blesse et que notre effet cumulatif revient au galop. Les banques centrales essaient d'être neutres, bien sûr, sauf que cette montagne d'argent frais a 2 effets très asymétriques. D'un côté, on a l'effet patrimoine. Tout cet argent pousse le prix de l'immobilier et des actions vers des sommets. Donc mécaniquement, ça enrichit à la vitesse de l'éclair ceux qui ont déjà des portefeuilles bien remplis. De l'autre côté, on a l'effet revenu. Lui, il est censé relancer l'emploi et augmenter les salaires. Le problème, c'est qu'il met des années à redescendre vers la classe moyenne et populaire. Résultat des courses, le système arrose copieusement ceux qui possèdent déjà du capital, bien avant d'aider ceux qui ne vivent que de leur salaire. Allez, on arrive à notre toute dernière partie, et pas des moindres, les réalités démographiques de la reproduction de l'élite. Quand on combine la psychologie, la théorie économique et l'argent des banques centrales, ça donne quoi concrètement sur le terrain ? Les sociologues se sont penchés sur les 3% les plus riches et les plus haut placés de notre société. Ils les ont divisés en 3 groupes distincts. Vous avez la fraction économique, en gros les dirigeants de multinationales, la fraction culturelle, c'est-à-dire les grands chercheurs, les hauts fonctionnaires, et enfin le point de convergence, la fraction économique et culturelle, où l'on retrouve par exemple les grands chirurgiens ou les avocats d'affaires ultra qualifiés. Et accrochez-vous car les données sont vertigineuses.
Si l'un de vos parents fait partie de cette élite, vous avez 65 fois plus de chances d'y entrer vous-même à l'âge adulte, comparé à quelqu'un issu d'un milieu peu qualifié. 65 fois. On ne parle pas d'un simple petit coup de pouce pour démarrer dans la vie, on parle d'un gouffre structurel énorme. Les réseaux, les codes culturels, le capital, tout se transfère et valide implacablement cette fameuse règle de l'avantage cumulatif. Et tenez-vous bien, si on regarde la fraction la plus privilégiée, celle qu'on appelle économique et culturelle, le chiffre monte à 144,1. C'est le ratio de chance pour un enfant de cette caste d'y rester, par rapport à un enfant du bas de l'échelle sociale. C'est tout bonnement hallucinant. La boucle est fermée. Dans les faits et dans les chiffres, le sommet de la société est presque immunisé contre le déclassement social. Ça fonctionne à bien des égards comme une véritable aristocratie moderne. Alors quand on met bout à bout l'effet Mathieu, les politiques de création monétaire colossales et ces statistiques démographiques qui donnent le vertige, le constat est sans appel. L'avantage crée l'avantage. Point final. Et ça nous force à nous poser une question assez profonde. Si les points de départ et les grosses décisions macroéconomiques tracent à ce point la ligne d'arrivée, quelle est la véritable place du pur mérite aujourd'hui? Et surtout, comment est-ce qu'on peut espérer réinventer une réelle égalité des chances au XXIe siècle? C'est une réflexion immense, j'espère que ce décryptage vous donnera de bonnes clés pour y réfléchir.